Invité des matins du samedi pour cette deuxième heure, Khaled Bencher, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Caroline. Vous êtes d'abord connu de nos auditrices et nos auditeurs puisque vous produisez les questions d'islam tous les dimanches matins sur France Culture. Vous êtes islamologue, vous présidez la fondation de l'islam de France et vous avez succédé à cette chaire de fondation à Jean-Pierre Chevènement. C'était il y a près d'un an maintenant. Khaled Bencher, on sort, je ne sais pas si on sort, ça sera ma question d'ailleurs, de 3 semaines de polémiques en France, parfois hystériques, avec 2 attaques, l'une dans une préfecture de police, l'autre devant une mosquée, une loi votée au Sénat en attente de passer devant l'Assemblée nationale, un président qui sort de sa réserve, parfois avec des positions contradictoires. Est-ce que cette séquence est close selon vous concernant l'islam en France aujourd'hui ? C'est peut-être un énième avatar des soubresauts que certains pensent qu'ils existent entre l'islam et la République. Il y a des convulsions. Certaines convulsions sont paroxystiques, comme nous l'avons vu là dans cet épisode. En vous écoutant, j'ai pensé à ce qu'on appelle un épisode Cévenol pour la météo. Ce n'est peut-être pas drôle, mais c'est la volonté que les hommes et les femmes de bonne volonté, que les citoyens français doivent avoir et afficher pour que lorsqu'il y a des crises de cet ordre, de ne pas en rajouter, notamment au niveau des prises de parole publiques. Et c'est ce que nous essayerons de faire ensemble ce matin pour apaiser les tensions, encore une fois, domestiquer les angoisses et apprivoiser les peurs. De quelles angoisses s'agit-il selon vous ? Nos concitoyens sont partagés entre une minorité de la composante de la nation qui se trouve être de confession islamique et une autre majorité. Et j'ajoute tout de suite que dans un État démocratique et laïque, la majorité et la minorité qui s'appelle opposition ne sont qu'au Parlement, parce que le citoyen doit être appréhendé in abstracto de ses appartenances ou de ses déterminismes dans un premier temps. Mais comme le vocabulaire ambiant, c'est qu'on parle aussi de minorités de type confessionnel, ces tensions existent entre ces deux parties. Eh bien, à mon avis, il faut que de part et d'autre, qu'on l'on mette de la raison, de la froideur d'esprit, de la volonté de sortir par le haut de ces crises successives qui nous secouent, qui minent la cohésion nationale. Selon un sondage IFOP paru dans le journal du dimanche dernier, le 27 octobre, 61% des personnes interrogées pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Khaled Bencher. Tout ça est compliqué, et quand on dit compliqué, c'est de 2 choses l'une. Soit on a envie de passer à autre chose, soit il faut expliquer en quoi c'est compliqué. Je ne comprends pas en quoi et comment l'islam, dont on n'arrive même pas à définir ce que c'est, est-ce qu'il s'agit de la civilisation, des cultures, de la religion, et laquelle, selon quelle appréhension, selon quelle école, etc. Et de l'autre côté, les valeurs de la société française. Entendons-nous bien. S'il s'agit de la laïcité, préto et rapidement je le dirai, comme un principe de neutralité, le neutre n'a pas à être incompatible ni compatible même. C'est un principe et une loi, et les lois de la République doivent s'appliquer pour quiconque, et la force est à la loi. Sinon ce sera la loi de la force et nous n'en voudrons pas. En revanche, s'il s'agit des valeurs, l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, la désacralisation de la violence, l'autonomie du champ du savoir et de la connaissance par rapport au champ de la religion et des croyances. De ce point de vue-là, il y a parmi la composante la composante de la nation qui se trouve être de confession islamique, ceux qui y sont totalement pour, et c'est curieux qu'on en ait à en parler, et ceux qui, malheureusement, sont dans une forme de défiance, une approche archaïque, obscurantiste, passéiste, rétrograde, et tout cela s'explique. Il incombe dans un premier temps d'abord aux responsables musulmans, aux dignitaires, aux hiérarques, aux imams, aux mouftis, eux-mêmes. Il faut qu'ils soient bien formés, mais aussi qu'ils aient l'autorité morale, la connaissance, pour mettre un peu d'ordre dans ce fatras auquel nous assistons.
Un fatras qui est peut-être le reflet d'une fragmentation de la société française. Khaled Bencher, on retrouve même au sein des croyants, au sein des musulmans, un débat. Et les musulmans eux-mêmes sont divisés entre simples croyants et intégristes, entre pro-voile et anti-voile quand il s'agit du voile. Est-ce que vous trouvez qu'on entend assez ce débat interne même à la foi musulmane? Est-ce qu'on a finalement entendu assez peu d'intellectuels, assez peu de philosophes musulmans dans cette affaire, par exemple? Pourquoi ne les prennent-ils pas à bras-le-corps? Est-ce que c'est la photomédia seulement? Non, c'est toujours facile de se défausser sur les médias. À mon avis, il y a deux choses. D'abord, il faut moins de pusillanimité ou de frilosité pour ces intellectuels et ces philosophes, ces théologiens, et ils doivent prendre la parole, c'est à eux de se faire entendre, il leur incombe, c'est une responsabilité. Vous vous mettez dedans quand vous dites « il » ? Je me mettrai dedans parce que c'est toujours facile d'être un donneur de leçons. Moi, j'essaie à mon niveau de faire ce que je peux. Sur nos propres ondes, nous avons quasiment 1 heure, c'est Byzance. Et question d'islam au pluriel, ça va depuis la monstruosité idéologique et religieuse qu'est Daesh jusqu'à la fine pointe du soufisme, en passant par la grande civilisation impériale. N'oublions pas que ce sont des sujets cruciaux que nous prenons à bras le corps. En tout cas, au moins en ce qui nous concerne et sur les ondes de cette grande maison, la chose est faite et la responsabilité est assumée. Nous parlerons peut-être, si vous voulez bien, chère Caroline Brouet, de ce que fait la Fondation. Maintenant, d'une manière générale, je déplore pour ma part une incurie, au sens premier du terme, il n'y a pas de curie, une incompétence et une volonté chez certains de s'aligner sur le courant le plus orthodoxe, pour ne pas dire le plus radical. Or, dans la vie de tous les jours, on a toujours plus radical que soi et plus ultra que soi si on commence à céder. Il faut avoir un débat intelligent, un débat raisonné, rationnel, d'abord intra-islamique et après au sein de la société française. Est-il possible aujourd'hui, Khaled Bencher, quand on entend ce climat extrêmement tendu? Alors évidemment, régulièrement, la République s'interroge sur son rapport à l'islam et évidemment, au moment, à quelques jours là de l'anniversaire des attentats de 2015 sur le sol français, qu'on va commémorer. Évidemment, ces débats sont à nouveau extrêmement tendus. Mais on a le sentiment, avec ces 3 semaines évoquées là, d'avoir peut-être franchi un pas dans la façon d'en parler, dans ce climat délétère. Je voudrais vous citer, par exemple, l'essayiste et président de l'Association musulmane pour l'islam de France, Hakim El Karoui, qui dénonce, je le cite, un grand n'importe quoi depuis quelques semaines. Il parle de la montée des périls et il explique à partir du moment où 2 camps, chacun ancré dans son environnement idéologique, se dressent l'un contre l'autre, on arrive à une petite guerre civile. On risque de tomber dans un affrontement opposant les djihadistes aux membres de l'ultra-droite et au milieu, il y a les musulmans. On en est là, selon vous? Et le débat est-il possible dans ce climat-là? Et quand bien même il ne serait pas possible, il n'y a aucune raison pour abdiquer. C'est vrai que nous avons entendu que nous nous acheminons vers les affrontements à petits pas et que cette guerre civile s'annonce à bas bruit. Raison de plus pour ne pas y céder, raison de plus pour tenir fermement sur les valeurs qui nous sont communes, qui sont celles de la République, celles du droit positif, celles de la volonté de bâtir une société solidaire, fraternelle, prospère sous la voûte commune de la laïcité et en scellant davantage le pacte républicain. Maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours facile de dire il faut qu'il y a qu'à. Ces fameuses semaines de tension ont été créées aussi, là nous ne sommes pas loin du 4e anniversaire que nous commémorons de l'annus horribilis de 2015 et surtout des attentats du 13 novembre 2015, c'est que notre nation est encore traumatisée, elle est convalescente, elle est résiliente. Et donc il faut la guérir. Pour pouvoir la guérir, il faut de la bonne volonté. Et quand on est dans une situation d'opposition, de conflit,
l'éthique, la responsabilité recommandent de voir d'abord chez soi, en soi, dans son propre camp, à supposer qu'il y ait des camps, parce que moi je ne reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, de voir en soi qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les manquements à l'intelligence, les manquements à la solidarité, les manquements à la volonté de sortir par le haut d'une situation de cet ordre, et il faudrait là aussi que les pouvoirs publics, mais l'ensemble des citoyens, il faut bien qu'ils s'y mettent. Vous reconnaissez une seule communauté, celle de la nation. Pourtant, on entend parler de communauté des croyants. C'est le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui en a parlé quand il a donné son communiqué sur le port du voile mardi dernier. Il a parlé d'une prescription religieuse laissée à l'appréciation des femmes. Il a dit, mais celles qui ne le portent pas font quand même partie de la communauté des croyants déjà, et on entend de l'autre côté aussi parler de communautarisme des musulmans. Comment distinguer les choses, là encore, et quel type de communauté, en dehors de la communauté nationale, reconnaissez-vous, vous? Y a-t-il vraiment une communauté des croyants musulmans? Si nous ne voulons pas rajouter au malheur du monde, précisons les mots et entendons-nous bien, pour reprendre d'une autre forme la parole camuséenne. Qu'est-ce qu'on entend par communautarisme? S'il s'agit, j'ai eu l'occasion de le dire, des accoutrements improbables, des comportements inacceptables, des discours inacceptables et intolérables, là oui, ça fait du communautarisme qui verse vers le séparatisme. Et aucune personne sensée ne l'acceptera. En revanche, penser qu'il y a au sein de la communauté nationale, une autre communauté qui délibérément, volontairement essaye de faire cession, ce n'est pas vrai. S'il devait y avoir une communauté au sein de la nation qui est la plus divisée, la moins organisée, c'est bien celle-là. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de communautarisme. Maintenant que le machin, au sens gaulien du terme, ce CFCM, dise des choses et son contraire dans une même phrase, c'est affligeant. Et nous sommes tous consternés par cette indigence à la fois intellectuelle et ce manque de responsabilité. C'est pourtant la seule instance, Khaled Bencher, aujourd'hui, qui a l'oreille des pouvoirs publics, puisque ce communiqué a été remis mardi, après que le président de la République a reçu les représentants de ce Conseil français du culte musulman lundi à l'Élysée. Oui, je déplore pour ma part, avant tout comme citoyen, qu'il y ait cette instance qui soit représentative, non pas des musulmans, parce que les musulmans comme citoyens ne peuvent être représentés que par leurs propres élus, et à ce sujet, il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif, sans se prévaloir de sa propre confession. En revanche, c'est une instance qui est censée gérer les questions cultuelles et la pratique religieuse dans notre pays sous la voûte commune de la laïcité, et elle ne le fait pas. C'est une instance qui est inféodée à des puissances étrangères et qui malheureusement est comptable, responsable, pour ne pas dire coupable, de la faillite à laquelle nous assistons maintenant. Et le dernier épisode, c'est ce qui a été dit donc mardi soir, comme quoi le voile dit islamique est une prescription religieuse. Ça n'est pas vrai? Le débat est depuis des siècles au sein de la communauté des croyants, et on peut gloser jusqu'à demain matin qu'est-ce que c'est qu'une obligation, une prescription, une recommandation, une injonction ou un simple conseil. Cette affaire n'est pas tranchée. On a entendu un ancien président de cette instance, Mohamed Moussaoui, qui dit que ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie des fondements canoniques, c'est-à-dire le fait de jeûner, de prier, etc. Pourquoi diable voudrait-on culpabiliser encore des consciences féminines, croyantes, en leur disant que c'est une obligation absolue? Disons au moins que le débat est ouvert, disons au moins que c'est une question de liberté pour certaines, mais que ce n'est pas une injonction divine. C'est-à-dire que elle va périr par le feu de l'enfer, cette bonne femme, si on voit une touffe de ses cheveux. Il vaut mieux qu'on arrive à une approche plus raisonnée, plus apaisée, plus intelligente de ces questions-là, qui nous minent et qui nous font perdre du temps et qui sapent le fondement même de la cohésion sociale et nationale. L'islamologue Khaled Bencher est notre invité sur France Culture ce matin. Il est 8h30 sur France Culture et tout de suite nous allons entendre la chronique internationale de Matteo Caranta. France Culture, les matins du samedi,
Caroline Brouet. Cher Matteo Caranta, bonjour. Bonjour Caroline. Vous nous emmenez aux États-Unis ce matin pour votre à propos d'ailleurs. C'est l'histoire d'un héros, d'un American Hero en langue originale qui a participé activement à la mort du leader de Daesh, Abu Bakr el-Baghdadi. Et c'est Donald Trump lui-même qui a révélé son identité en annonçant que le calife autoproclamé de l'État islamique était, je cite, « mort comme un lâche ». Comme un chien, oui, comme un chien. Et la comparaison canine du président n'est pas anodine, puisque dans le même discours où il a raconté avoir regardé l'opération sur des écrans comme au cinéma, Donald Trump a tenu à souligner la bravoure d'un des membres du commando d'élite. Son nom de code est K9, son nom civil est Conan, et c'est un chien. Our canine, as I call it a dog, a beautiful dog, a talented dog, was injured and brought back. It's incredible that nobody was killed or hurt. We had nobody even hurt. And that's why the dog was so great. The dog was so great, le chien était tellement génial, il a permis que personne ne soit blessé. Un chien malinois belge, magnifique et talentueux selon les mots du président. Un chien qui a pisté Abu Bakr el-Baghdadi dans le tunnel où celui-ci s'est finalement donné la mort. Le mammifère héroïque, blessé pendant l'assaut, serait désormais sain et sauf et déjà opérationnel pour de nouvelles missions héroïques. Depuis aux États-Unis, les demandes de malinois belges ont explosé cette semaine, tout comme les émissions de télévision où des experts en dressage expliquent à grand renfort de vidéos l'entraînement intensif des canidés commandos qui apprennent à sauter en parachute, sentir les bombes ou à sauver leur maître lorsque ceux-ci sont en danger. Donald Trump a depuis déclassifié, je cite sur Twitter, une photo secret défense de Conan où le chien apparaît sur un fond blanc, ravi, la langue pendante de bonheur. Critique du Pentagone assurant que la publication met en danger la sûreté de la nation et rire des internautes qui déclassifient à tour de bras des photos de chiens en tout genre et en toute situation. Sur une autre photo postée par le président des États-Unis, un montage intitulé American Hero en lettres majuscules le met en scène en train de décorer Conan de la croix de guerre, la plus haute récompense de l'armée américaine. Un autre débat est ouvert cette fois-ci sur la facilité du président à publier des fake news, des infox en bon français. Car il faut savoir qu'aux États-Unis, les animaux domestiques des présidents ont leur importance et qu'ils disent beaucoup de leur maître ou de ce que leurs maîtres veulent que l'on pense d'eux. Si on se rend sur le site du Presidential Pets Museum, le musée qui rend hommage et retrace l'histoire des animaux présidentiels américains, oui, ça existe, on peut revoir le chat de Bill Clinton, bien-aimé des journalistes, ou les chevaux de JF Kennedy, en passant par le zoo complet de Theodore Roosevelt qui logeait des perroquets, des serpents, une hyène, des ours et même un putois. Mais revenons-en à Donald Trump, dont une des particularités serait de ne pas aimer les animaux. Il est le premier locataire de la Maison-Blanche à se passer de ce redoutable élément de communication politique. Enfin, jusqu'à maintenant, à quelques mois des prochaines élections présidentielles, embourbé dans une procédure de destitution en cours et alors que la figure montante de la course démocrate, Elizabeth Warren, fait le buzz sur les réseaux avec les vidéos de Bailey, son magnifique Golden Retriever, Donald Trump, l'homme qui n'aimait pas les chiens, fait diversion et se montre désormais en amoureux des bêtes, guerrière de préférence. Le chien Conan est désormais attendu à la Maison-Blanche où il sera reçu avec les honneurs pour une nouvelle séquence médiatique et l'adoption n'est plus très loin. Le charme de Conan sauvera-t-il Trump de la destitution ? Affaire à suivre. Merci beaucoup Matteo Caranta pour cette chronique légèrement animalière. On l'aura compris et rendez-vous dans une petite dizaine de minutes pour l'idée culture. On retrouve notre invité ce matin, l'islamologue Khalem Bencher. Khalem Bencher, vous présidez la Fondation de l'Islam de France. Et vous disiez, avant la chronique internationale de Matteo, que le Conseil français du culte musulman, qui a donc l'oreille aujourd'hui de l'Élysée et des pouvoirs publics, était une instance financée par l'étranger, tenue, régulée par des forces étrangères. J'aimerais bien que vous reveniez sur à la fois ce qu'est le Conseil français du culte musulman, cette institution qui est chargée d'appliquer les préceptes de la communauté des fidèles d'une certaine façon, par rapport à vous. Est-ce que vous diriez que vous êtes, par exemple, à la Fondation de l'Islam de France, le versant laïque concernant l'islam de France, là où le Conseil français du culte musulman est plutôt le versant religieux, où c'est complètement faux comme vision? Ah non, vous avez tout à fait raison. Simplement, j'ai dit inféodé à des puissances étrangères. Je suis pas sûr qu'elle soit cette instance financée par. Mais c'est peut-être le cas, mais j'en sais rien. En revanche, l'inféodation est attestée et même dans certains cas à des Quelle puissance étrangère? Des forces non constitutionnelles en Algérie du temps où la dictature prévalait, par exemple. Et puis on a l'œil d'Ankara.
on a le Palais Royal marocain, on a d'autres puissances un peu moins influentes. Mais en tout cas, ces trois-là, il y a même une sorte de présidence tournante. Mais revenons à ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça qui prime dans un premier temps. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons une fondation qui existe laïque, depuis 2016. Hein. Et qui est la fille d'une autre fondation qui, elle, existait depuis 2005 et qui a été dissoute par le Conseil d'État pour carence d'activité. Celle qui existe depuis 2016 travaille. Et je rends hommage à Jean-Pierre Chevènement, un homme d'État qui l'a mise sur orbite et qui maintenant elle travaille sérieusement. Et elle est laïque, reconnue d'utilité publique, œuvrant pour l'intérêt général, donc elle n'est pas communautaire, parce que les enjeux sont des enjeux de civilisation, le défi est un défi de cohésion sociale et la cause est une cause nationale. Donc c'est pour ça que cette fondation est plus que nécessaire de nos jours pour œuvrer sur au moins 3 champs. En réalité, il y a un quadriptyque, donc un polyptyque à 4 volets, mais le premier triptyque et les 3 premiers volets sont les suivants. L'éducation. Parce que l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance sont les meilleurs antidotes à ce qu'on appelle la radicalisation, pour faire simple. Et dans ce volet de l'éducation, si je devais aller décrescendo, nous avons l'islamologie savante. La connaissance. La connaissance et surtout que le discours sur l'islam, sur la chose islamique, sur le fait islamique, doit être un discours rationnel, intelligent, académique, scientifique et qu'on ne laisse pas place aux balivernes des imams autoproclamés. Et donc alors, où doit se tenir ce discours, Harlem Bencher? D'abord à l'université. Il faut bien que l'université française s'approprie de cette discipline de prestige. Je dis souvent que je ne suis pas envieux, mais il m'arrive d'être parfois jaloux. Et je vois pas pourquoi l'université allemande et l'université de Berlin, avec son programme Corpus Coranicum, a un énorme projet de travail sur le Coran et nous ne l'avons pas à l'université française. Donc l'islamologie doit être cette discipline qui doit recouvrer ses lettres de noblesse. Pour faire vite et rapidement, il y a le volet culturel. Bien sûr que là aussi, la forte prégnance civilisationnelle de l'islam sur l'Europe, et pas uniquement en France, doit être aussi connue par l'ensemble de nos concitoyens, y compris les citoyens musulmans, pour colmater les failles identitaires et les brèches qui s'y trouvent. Là, nous avons beaucoup de projets, y compris une exposition quasi universelle, de l'opéra. L'enlèvement au sérail, composé par Mozart, présente le Pacha Selim comme un homme longanime et magnanime qui consent à restituer l'amoureuse Constance à son fiancé, des pièces de théâtre, etc. Et puis le troisième volet, c'est la prise en charge sociale d'une jeunesse délaissée et laissée comme proie facile à des sermonnaires doctrinaires venant d'ailleurs. Et comme j'ai instauré une UPI, une université populaire itinérante. Alors pourquoi itinérante? Parce que nous n'avons pas bénéficié de ce qu'a pu bénéficier un certain Michel Onfray avec le mémorial, avec l'auditorium du mémorial de Caen. Nous n'avons pas un auditorium fixe, eh bien nous allons de ville en ville, de cité en cité, apporter le débat, apporter la connaissance, le débat contradictoire entre citoyens musulmans et non musulmans. Or, les mamans, voilées et non voilées, viennent nous dire « aidez-nous ». Nos enfants ont le choix entre soit un discours rigoriste, religieux, voire radical, soit la délinquance et la drogue. Eh bien, nous pensons et nous tenons à avoir un lycée, internat sanctuaire pour que cette jeunesse-là puisse être extraite de ces milieux difficiles et qu'elle puisse être formée en dehors de ces influences délétères et néfastes. Vous avez sans doute entendu parler, Harlem Bencher, du plan présenté par le gouvernement hier en Seine-Saint-Denis, 23 mesures. Sur les 23 mesures, seules 2 concernent l'éducation. Il ne vous a sans doute pas assez fréquenté ou il ne vous a peut-être pas assez reçu. Oui, mais nous n'abdiquons pas. Là aussi, je persévère, je fais mienne la devise de Guillaume d'Orange, si elle n'est pas apocryphe. Il ne faut pas
espérer avant d'entreprendre ou persévérer avant de réussir ou quelque chose comme ça. Donc nous continuons. Mais ça veut dire que vous travaillez de concert avec l'État ou vous êtes complètement à part avec la Fondation de l'Islam de France? L'État est présent dans notre conseil d'administration, certes, mais je ne désespère pas d'avoir les moyens requis pour cette cause nationale. Nos moyens sont epsilonesques. Je ne veux pas pleurnicher sur vos antennes, chère Caroline, mais ce n'est pas conforme aux enjeux et ce n'est pas à la hauteur des mesures que nous voulons pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous vautrons. Est-ce que vous travaillez également main dans la main avec, par exemple, l'association que je citais tout à l'heure d'Hakim El Karoui, l'association de l'Islam de France, qu'il a fondée après avoir remis son rapport il y a un an, c'était fin 2018, un rapport de 600 pages qui montrait justement à la fois la prégnance des réseaux wahhabistes et salafistes en France et qui faisait un certain nombre de propositions pour renverser la donne, avec notamment le financement français des lieux de culte, une surveillance accrue des flux financiers liés à l'islam, une taxe sur les produits halal, c'est-à-dire un versant économique, là où vous proposez, on l'entend bien, tout un chapitre très important qui relève de l'éducation et de la culture. Est-ce que les deux ne sont pas complémentaires pour lutter ensemble contre l'obscurantisme qui est contre l'islam politique, donc l'islamisme, qui est votre combat commun? Oui, et nous travaillons de concert. Et toutes les bonnes volontés, toutes les personnes, toutes les instances qui œuvrent dans ce sens-là sont les bienvenues et nous travaillerons avec elles. Et donc la MIF est un élément important pour contrecarrer le wahhabou-salafisme et les idées radicales que nous devons extirper de la psyché et de la conscience, notamment de cette jeunesse égarée. Et le financement est aussi nécessaire pour que les actions de connaissance, d'éducation, de culture, d'inclination pour les valeurs esthétiques aussi, d'élévation de l'âme humaine et où l'on prépare l'honnête homme selon la définition que nous en faisions au XVIIIe siècle et après, eh bien, tout cela doit y concourir. Quand je dis que c'est une cause nationale, ce n'est pas qu'une cause exclusivement des musulmans, c'est une cause de l'ensemble de la nation et de l'ensemble des républicains citoyens qui se reconnaissent comme républicains, je ne parle pas d'un parti particulier, et ça c'est une affaire de toute personne animée de la volonté de faire de notre modèle français, sans chauvinisme aucun, un modèle transmissible ailleurs. Est-ce que vous arrivez, Khaled Bencher, à tenir la ligne de crête qui est très difficile entre, pour le dire schématiquement, ceux qui crient halte au racisme anti-musulman, certains comme l'islamologue Rachid Benzine parlent du macartisme musulmanophobe, et ceux qui s'inquiètent que la laïcité soit menacée, avec parfois des discours extrêmement radicaux également. Est-ce que la ligne de crête pour vous est tenable aujourd'hui et quelle position vous arrivez à tenir? Cette ligne de crête est ténue et elle doit être tenue. Il faut dénoncer, réprouver, condamner, fustiger le répréhensible et le condamnable avec force. Et que sont les dérives meurtrières, l'islamisme politique, le wahhabou-salafisme, les idées rétrogrades, l'infériorisation du sujet humain, féminin, tout cela est inacceptable. Et de l'autre côté, rester ferme aussi devant, moi je parle davantage de misislamie. Alors qu'est-ce que c'est que misislamie, du grec mésos, détestation, haine, ressentiment et hostilité. Vous savez, je prends 30 secondes pour expliquer cette affaire. J'ai appris en psychanalyse qu'on a heureusement chez très peu de femmes, l'androphobie et la misandrie. Une femme peut avoir peur des hommes parce qu'elle a eu un papa violent, un frère autoritaire, un professeur strict, et donc elle a peur des hommes et ne les déteste pas. En revanche, une femme qui est animée par la misandrie, elle est animée par une haine irraisonnée, une détestation
et une hostilité à l'encontre de la gente masculine. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. Il y a l'islamophobie et la misislamie. L'islamophobie, c'est quand on a peur de l'islam. Je pourrais dire avec un S à la fin qui ne s'entend pas que ce serait recevable si on a comme seule source d'information que ce qui se passe avec Daesh et avec les attentats. En revanche, la misislamie, c'est lorsqu'on a quelqu'un qui dit « mais moi je déteste l'islam ». Lorsqu'on a un rhéteur de piètre qualité oratoire qui vient nous dire « il faut choisir entre l'islam et la France ». Quand on a des individus qui disent, et encore des relayeurs d'opinion, si je monte dans un bus et je vois une femme voilée, je la déteste, je redescends, et même si c'est dans un bateau, je redescends. Ça, c'est de la misislamie. Ça doit tomber en principe sous le coup de la loi. Le reste, à nous de faire en sorte d'exorciser les hantises. C'est une prise de parole responsable, publique, et c'est un travail de longue haleine. Il y va, encore une fois, de la paix civile.